Salut l'équipe, on se retrouve pour lundi rugby. Désolé, on a eu un petit peu de retard. Arrêtez de papoter, messieurs, parce que maintenant vous êtes à l'antenne. Salut toute l'équipe. Il y a déjà du monde dans le chat. Je vois Brest Donkey, je vois la Vermine, je vois Kevin, Urdwen, El Julio, Rome le Lion, Viking, Azmat et Manès. Désolé, on a un petit peu de retard, mais en tout cas, on est très content de vous retrouver dans lundi rugby, votre nouvelle émission rugby, tous les lundis à 19h pendant la Coupe du Monde pour débriefer à la fois l'actu du mondial, l'actu du 15 de France. On est en compagnie aujourd'hui de Joachim Beaumont, capitaine de Hier Carqueiranne. Comment ça va, Joe ? Ça va. Il y a eu des lundis rugby un peu mieux. C'était plus sympa à l'époque où on était encore invaincus, mais bon, ça va. Ouais, c'est vrai que je dois avouer que avant mon petit plaisir, c'était de faire un lancement en disant qu'on était très fiers sur lundi rugby d'être invaincu. Mais dans ce cas-là, pour être invaincu, il vaut peut-être mieux inviter Cyril Blanchard. Malheureusement, ça s'est mal passé ce week-end, Joe ? Ouais, on a perdu à domicile en faisant un très mauvais match. Donc, il faut vite qu'on se remette au boulot pour rattraper les points qu'on a perdus là, ce week-end. Alors, je rappelle que Hier Carqueiranne joue en national, c'est la 3e division française. T'es capitaine de Hier Carqueiranne, vous aviez fait un très très bon début de saison, là vous êtes sur 2 défaites consécutives à domicile. T'es capitaine de cette équipe, est-ce que c'est ton rôle par exemple après de prendre la parole pour remonter un petit peu tout le monde ? Comment ça se passe quand ça roule pas comme on voulait ? Bah ouais, alors c'est le rôle du capitaine, mais aussi des leaders de l'équipe. Donc les mecs comme Charles, comme Romain, enfin comme des mecs qui sont au club depuis longtemps, qui ont des grosses carrières derrière eux, et pour essayer de trouver des solutions et puis voir ce qui n'a pas été et le corriger le plus rapidement possible. On a fait des lancements d'émissions un peu plus joyeux, c'est vrai. On est donc évidemment en compagnie également de Charles Brousse. Je ne sais pas si c'est ta première dans lundi rugby, Charles. D'habitude, c'était plutôt le week-end, non ? Ouais, c'était en fin de semaine. Ouais. Oui, et Charles a un agenda chargé, un agenda de ministre. C'est aussi pour ça qu'on a eu un petit peu de retard. Vous êtes pris du rap d'entraînement à cause de la défaite. C'est ça qui explique le léger retard, Charles ? Ouais, la vidéo de retour de match a été un peu plus longue que d'habitude, on va dire. Ouais, j'imagine. Merci en tout cas, Charles, d'être avec nous. Tu évolues avec Joe en national. Mais c'est vrai que maintenant, on a pas mal d'habitués dans l'émission. On est chaque semaine plus nombreux. Mais pour rappeler un peu le parcours de chacun, Joe, tu peux nous rappeler les clubs dans lesquels tu as évolué rapidement ? Oui, alors j'ai évolué dans le club de Lille, le LMR. J'ai été à Strasbourg. Et je suis à Hier Carqueiranne maintenant depuis 6 ans. Et tu as été champion de France Espoir aussi avec le MHR, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est vrai. Et Charles qui est notamment passé par l'UBB et Provence Rugby, où tu habites toujours à Aix, c'est ça Charles, non ? Ouais, c'est ça, ouais. La douceur de vivre aixoise, tu pouvais pas t'en passer. Bon, je vais vous parler évidemment du programme du soir qui va être chargé, puisqu'on va avoir dans un premier temps un petit débat sur le mondial, également avec vous, pour savoir ce que vous pensez de ce mondial en tant que spectateur. Est-ce que vous êtes emballé par ce début de mondial ? Est-ce que vous êtes un petit peu déçu ? Dans un deuxième temps, on fera le débrief des matchs du week-end et avec vous, on fera notre 15 de la semaine, avant évidemment de nous concentrer sur France, Italie, et à la fin de l'émission évidemment on fera notre petite salle de jeu et je vous ferai gagner 100 € de Box Sport. Ce sont en réalité des bons d'achat que vous pouvez dépenser dans notre n'importe quoi, tant que c'est relié au sport, vous pouvez évidemment le dépenser, donc n'hésitez pas. Dans le chat, si vous avez des questions, je vois notamment qu'on a Raph Cordier, un ancien équipier de Joe, qui est en train déjà de mettre des pièces, notamment qui explique que le retard n'est pas du tout lié à un entraînement mais plutôt à une partie de FIFA où tu t'es fait gifler, Joe. C'est vrai ou c'est encore un mensonge de Monsieur Cordier ? Non, c'est malheureusement encore un mensonge de Monsieur Cordier. Faudra qu'on l'invite un jour parce que c'est vrai que on verra s'il est aussi volubile avec nous que dans le chat. Tu penses que oui ou pas ? Ça c'est sûr que non. C'est sûr et certain que non. On aura affaire à un muet. Un petit timide. Bon, on verra ça. Allez, on commence évidemment l'émission. Je vous rappelle, si vous pouvez pas regarder l'émission en intégralité, elle sera disponible en replay dès la fin de celle-ci sur la chaîne YouTube RMC Sport, sur laquelle
on poste énormément de contenu rugby et en plus on a la chance pendant cette Coupe du Monde à chaque match ou presque de recevoir des invités, des joueurs pros, des staffs, mais on a déjà reçu pendant les matchs Antim Emery du Racing 92, Alex Béconnier du MHR, Baptiste Delaporte du Castres Olympique, Ethan Rendel du Stade Français, Martin Lenné, le préparateur du Stade Français. Donc sachez en tout cas que maintenant sur la chaîne Twitch RMC Sport, que ce soit avant la Coupe du Monde on avait commencé, pendant la Coupe du Monde on continue et après la Coupe du Monde on continuera à parler rugby. On attaque évidemment le programme du jour avec un débat, messieurs, sur ce début de Coupe du Monde. On a malheureusement assez peu de matchs à enjeu, beaucoup de matchs à sens unique. Joe, est-ce que tu es un peu déçu par ce début de Coupe du Monde ? Moi, franchement, non, je suis pas déçu de ce début de Coupe du Monde. Alors, certes, il y a des matchs qui sont assez déséquilibrés, mais il y a aussi des matchs, je sais pas, par exemple, là, l'Australie-Portugal de ce week-end. Franchement, je me suis régalé en regardant les Portugais jouer. Oui. C'est pas des équipes qu'on a souvent l'occasion de voir jouer. Et la Coupe du Monde les met en lumière, et puis ça permet de les voir et de les connaître et d'apprendre un peu le style de jeu. Je lance un petit sondage dans le chat pour avoir justement votre avis sur ce début de Coupe du Monde. Est-ce que vous êtes déçu ou pas ? Moi, je t'avoue qu'il y a pas mal de matchs. Je suis fan de rugby, mais il y a pas mal de matchs qui m'ennuient ferme quand je vois. Alors, je suis désolé, je sais que vous avez pas mal d'équipiers qui sont en sélection roumaine et à chaque fois, je suis obligé de leur mettre des pièces. Faudra qu'on les invite un jour pour avoir un petit peu leur ressenti. Charles, est-ce que toi, t'es dans le même. T'es comme Joe ? T'es plutôt séduit par ce début de Coupe du Monde ? Je suis un peu plus mitigé, moi. C'est pas tant déçu, j'irai pas jusque-là, mais j'ai l'impression que par rapport à la dernière Coupe du Monde, les écarts entre les petites nations et les grosses nations, ils se sont recreusés un peu. Et il y a des équipes comme le Japon, les Samoa, les Tonga que j'attendais un petit peu meilleures et qui sont, j'ai envie de dire, un peu décevants cette année. Après, je suis toujours passionné de rugby, donc j'adore les regarder jouer, mais déçu dans ce sens-là, mais toujours content et je regarde tous les matchs quoi qu'il arrive. Alors, je ne sais pas si vous savez, si vous avez cette info, mais World Rugby, qui est donc l'organisation suprême, on va dire, en rugby, souhaiterait instaurer une Coupe du Monde à 24 équipes, c'est-à-dire 4 équipes supplémentaires en 2027. Avec un format, ce serait 6 poules de 4 au lieu de 4 poules de 5 et des huitièmes de finale. Est-ce que, vu ce qu'on voit actuellement, vous pensez que... est-ce que Charles, tu penses que ça va dans le bon sens ? Il faut continuer à internationaliser, continuer à ouvrir le rugby, ou bien est-ce que tu penses que ça va dans le bon sens en fait ? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Franchement, quand on voit déjà les équipes qui se sont qualifiées au dernier moment, comme la Roumanie, le Chili, le Portugal, encore que le Portugal sont surprenants et sont très plaisants à regarder. Je suis pas sûr que si on rajoutait encore 4 équipes, ce serait très bénéfique pour le top 10 mondial et même pour ces 4 équipes-là, ça pourrait être dangereux en termes d'intégrité physique. Ah oui, et parce que c'est sûr que là on irait chercher. Bon alors, ce serait qui à votre avis les quatre équipes dans la suite du classement ? On aurait peut-être l'Espagne s'ils règlent leurs problèmes de passeport, mais on ferait appel à qui ? À l'Allemagne, je sais pas vraiment quelle équipe. Alors si, le Canada, les États-Unis probablement. On aurait Canada, États-Unis, peut-être Espagne, mais c'est vrai que ça risque d'être un peu compliqué. Joe, pareil que Charles, tu penses que ce serait une erreur d'ouvrir encore la Coupe du Monde de rugby à davantage d'équipes ? Ouais, moi je suis assez d'accord avec Charles. Je pense que ce serait pas forcément bénéfique pour les 4 équipes supplémentaires qui se qualifieraient et pour que ce soit l'intégrité physique ou même le spectacle qu'on aurait, l'intérêt sportif, je pense qu'on aurait des matchs à sens encore plus uniques que certains matchs, quoi. Bon, en tout cas, ce qui semble assez clair quand je regarde le sondage dans le chat, c'est qu'il faut quand même changer quelque chose parce qu'il y a 2/3 des personnes du chat qui sont déçues par le début de Coupe du Monde. Ça peut être quoi ? Alors attendez, je vais quand même regarder un peu dans le chat s'il y en a qui ont donné leur avis un peu plus détaillé. On a Rome Le Lion qui nous dit ça va être long la future compétition. Déjà,
je trouve ça long. Et ça, c'est important aussi. C'est vrai que ça, c'est obligé que ce soit sur 2 mois avec le format actuel parce qu'il y a des blessés, il y a besoin de temps de récup. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. Les gens perdent un peu le fil, perdent un petit peu l'émotion qu'on peut avoir, par exemple, dans une Coupe du Monde de foot où on joue tous les 3-4 jours. Et c'est vrai que allonger la compétition est peut-être pas une bonne idée. Je suis assez d'accord avec ce que nous dit Rome Le Lion. Et Viking qui nous dit pas déçu de cette Coupe du Monde, mais déçu de l'arbitrage. On reviendra évidemment sur ces sujets que j'entends bien. Et on a pas mal de monde également qui retrouve Charles Brousse, ça remonte, j'étais son amour de lycée. Oh, et dis donc, Charles, tu nous avais caché. J'ai peut-être modifié 1 ou 2 mots, ou bien en tout cas la personne était dans le même lycée que toi, donc vous pourrez vérifier ça dans le chat, on verra bien. Et Raph Cordier, également joueur, qui nous dit qu'on voit le gap énorme entre les Namibiens, des types jouant en Fédéral 3 et des mecs qui évoluent en première ligne. C'est vrai que c'est assez compliqué. Si on devait changer quelque chose, à votre avis, alors ce serait dans quel sens? Est-ce qu'on doit absolument chercher à élever le niveau des plus faibles ou malheureusement se refermer sur les nations les plus compétitrices? Joe, t'en penses quoi? Dans quel sens on doit aller? Alors moi, je suis pas pour supprimer pour virer des équipes. Je trouve que là, le format actuel est bien. Il faut qu'on donne les moyens justement aux petites équipes d'évoluer, de grandir et puis de se rapprocher petit à petit au fil des années des plus grosses nations, quoi. Ça peut être quoi les pistes, tu penses, pour aider ces équipes à s'améliorer, à tirer vers le haut? Par exemple, on parle souvent dans le tournoi Destination d'une montée et une descente. C'est des pistes qu'on envisage. C'est vers ça qu'on devrait aller, tu penses? Je pense aussi qu'il faudrait peut-être permettre à ces petites équipes d'avoir certains matchs amicaux contre justement des grosses nations et pas juste avoir des matchs amicaux qui se résument à leur tournoi entre petites nations, quoi. Ouais, pour élever le niveau de jeu, il faudrait qu'elles affrontent plus souvent des équipes plus solides. Ouais, exactement. Charles, je te vois acquiescer. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça, parce que aujourd'hui, le seul moment où ces équipes-là peuvent jouer les équipes du top 10 mondial, c'est pendant la Coupe du Monde, parce que le reste du temps, les grosses nations refusent ces matchs parce que c'est pas intéressant pour eux. Et même, on voit par exemple, on parlait de l'équipe du Portugal. Moi, je suis persuadé qu'il y a des joueurs qui, dans cette équipe, le numéro 15, Sousa Guedes, etc., qui vont terminer assez rapidement en top 14 ou en Pro D2. Mais des joueurs comme ça, je suis persuadé qu'ils avaient déjà montré de très belles choses avant. Et c'est le fait de jouer contre des grandes nations qui va les révéler. Alors, une petite piste, n'hésitez pas dans le chat si vous avez également des idées. On a Viking FR qui nous dit montée-descente, ce serait bien. Raph Cordier qui nous ramène un peu les pieds sur terre et qui nous dit ce qui est problématique, c'est que ça rajouterait probablement des matchs au calendrier, et on sait que ça c'est quelque chose qui revient souvent. Mais par exemple, on sait qu'il y a une compétition sincèrement qui sert un petit peu à rien, la compétition, je sais même pas son nom, la Rugby Europe Super Cup ou un truc comme ça, avec une équipe géorgienne, les Black Lions, avec les Lusitanos du Portugal. Peut-être essayer d'intégrer davantage encore ces équipes dans le circuit européen pour je crois que c'est le cas. Je crois que le vainqueur de cette Cup va être qualifié pour le Challenge européen. Mais c'est vrai qu'on voit par exemple que les équipes italiennes ont été mises dans la Ligue Celtique et que petit à petit, ça a peut-être légèrement augmenté leur niveau. Donc c'est peut-être les pistes. Tu voulais rajouter quelque chose justement là-dessus, Joe, peut-être? Ouais, non, je suis assez d'accord. C'est vrai que le fait de pouvoir jouer contre des grosses oppositions, ça donne une visibilité à ces joueurs. Et comme tu dis, je pense qu'il va y avoir pas mal de joueurs portugais qui dans les mois ou semaines à venir, vont signer à gauche, à droite dans des clubs de top 14 ou des bons gros clubs de Pro D2. Ouais, alors on a pas mal de propositions dans le chat. Rome Le Lion qui nous dit pourquoi pas faire une team B des grosses équipes, un peu la team développement, ça existe en Nouvelle-Zélande, ça existe en Australie pour justement s'étalonner face au Portugal, face à l'Espagne. Il y rejoint complètement par Kenny dans le chat, et Viking qui nous confirme également cette histoire de montante descendante. Bon, on va dire qu'on est un peu partagé donc sur ce début de Coupe du Monde. Ça commence vraiment en phase finale, en réalité, Charles, non? C'est à partir de la semaine prochaine que ça va commencer à taper encore plus fort. Ouais, même ça commence à partir ce week-end. Le dernier match de poule
que ce soit pour toutes les équipes qui vont être qualifiées. On va commencer à avoir des 15 types qui se dégagent et ils vont commencer déjà, d'ailleurs ils le disent tous plus ou moins, c'est un 8e de finale pour eux. Ils vont commencer déjà à essayer de trouver les automatismes et un certain système de jeu pour préparer leur quart de finale éventuel. Bah, tu as raison, tu me fais une transition parfaite puisqu'on va justement s'attaquer maintenant au débrief des matchs du week-end et à la projection sur ce qu'on appelle, ce que tu appelles les huitièmes de finale. En gros, les derniers matchs de poule. Ce week-end, on a assisté notamment, cette semaine, parce qu'il y a des matchs le mercredi, il y a des matchs le jeudi, j'ai mis le débrief du week-end, mais en fait c'est de la semaine. On a assisté à la victoire du Japon, 28-22 face au Samoa. Ils ont un huitième de finale à jouer face à l'Argentine. Qu'est-ce que tu penses, toi, Charles, de cette équipe du Japon ? Est-ce qu'elle a ses chances face à l'Argentine ? Tu m'aurais demandé ça au début de la Coupe du Monde, je t'aurais dit oui. Aujourd'hui, je pense pas. Je pense pas parce que, comme je te disais tout à l'heure, ils font partie des équipes qui, au niveau du jeu qu'ils produisent, m'a un peu déçu par rapport à la dernière Coupe du Monde. Et je les trouve beaucoup plus prévisibles, moins capables d'enchaîner des longues séquences. Et aujourd'hui, les Argentins sont tellement difficiles à manœuvrer, tellement ils sont agressifs dans les phases de combat, que si tu n'es pas capable de tenir le ballon sur des très longues séquences, tu ne peux pas les déstabiliser. Donc, je ne pense pas que le Japon pourra exister face à l'Argentine. Joe ? Oui, je suis assez d'accord avec Charles. Je pense que les Argentins, c'est pareil. Hein, ils ont besoin absolument de cette victoire pour la qualification. Et je les vois quand même beaucoup plus complets à tous les postes que le Japon à l'heure actuelle. La victoire du Japon face au Samoa, je ne sais pas si tu as vu le match, Joe, donc tu penses que c'est quoi ? C'est davantage... Moi, je vous avoue que je suis très déçu par cette équipe des Samoa, qui a beaucoup d'individualité, les Soiteni, les Paaiua, mais qui n'arrivent pas du tout à jouer ensemble. Pour toi, c'est davantage une nouvelle défaite des Samoa ou un gros match des Japonais ? Non, là, pour moi, sur ce match, c'est pareil. J'ai été un peu déçu par les Samoa. Je m'attendais à autre chose. Pour moi, c'est plus un peu une contre-performance des Samoa. Ils ont fait qu'aller taper dans un mur tout le long du match, sans vraiment essayer de trouver des solutions au large. Ils se sont contentés de faire ça. En face, les Japonais se sont pas retirés. Ils ont bien défendu et ils ont finalement gagné ce match, quoi. Après, à la décharge des Samoa, ils ont quand même eu des blessés très rapidement. Le capitaine qui se blesse dès l'échauffement, un troisième ligne qui, au bout de 10 minutes, se blesse aussi. Soiteni qui était sorti, qui avait été suspendu ou blessé lors du dernier match avec une commotion. Qu'est-ce qui manque, Charles, au Samoa ? Simplement le fait de jouer ensemble plus souvent, peut-être ? Ouais, et puis j'ai envie de dire un système de jeu aussi, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, comme le disait Joachim... C'est embêtant. Ouais, non, mais c'est triste, mais c'est vrai. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils se reposent sur leurs individualités et qu'ils attendent tous l'exploit du mec à côté d'eux, mais qu'il n'y a pas de réel fond de jeu et qu'ils jouent un petit peu tout seuls, c'est à l'initiative, et puis ils se reposent sur leur qualité physique et un petit peu au petit bonheur la chance. J'ai l'impression, si on les compare avec l'équipe des Fidji, les Fidjiens aujourd'hui, tout le monde les trouve surprenants, mais c'est parce que depuis maintenant 3-4 ans, il y a des très bons entraîneurs qui sont passés et qui ont mis une certaine structure avec un certain fond de jeu en place. Et on voit qu'aujourd'hui, avec la qualité physique qu'ils ont, ça commence à payer, quoi. Ouais, donc c'est même c'est pas forcément plus profond. Si on avait les bons hommes aux commandes, ça pourrait peut-être tourner pour les Samoa, mais après. On parle souvent des joueurs qui jouent ensemble, mais quand tu vois Thomas Teine, Léa Fiana, bon, le numéro 10, je suis fatigué, je suis désolé. Je l'aime bien, Christian Léa Lifano, voilà, j'ai réussi. Les deux, ils jouent ensemble, hein. C'est la charnière des Moana Pacifica, mais c'est vrai que même jouer ensemble suffit pas forcément. Dites-nous dans le chat si vous pensez que les Japonais ont leur chance face à l'Argentine, mais c'est vrai qu'on est assez sceptique globalement. Dans les autres matchs qui ont été assez marquant cette semaine, on a évidemment eu la Nouvelle-Zélande face à l'Italie, 96-17. Joe, tu penses que ce match dit davantage de quoi ? Il en dit beaucoup sur le niveau réel de la Nouvelle-Zélande ou le niveau de l'Italie, malheureusement ?
Alors moi, clairement, là, sur les dernières semaines, derniers mois, j'avais trouvé que les Italiens, ils étaient hyper intéressants. Ils ont quelques très bons joueurs, je trouve, et je m'attendais vraiment pas du tout à une branlée comme ça, clairement. Donc je pense qu'il y a eu quand même un peu une contre-performance italienne, mais je pense aussi qu'il y a eu, pour moi là, les Néo-Zélandais, ils ont joué avec leur vrai 15 type. Ça, cette équipe-là, ils ne l'avaient pas encore alignée depuis le début de la Coupe du Monde, et pour moi, c'est leur équipe type. Et je pense que plus l'échéance des gros matchs approche, et plus des mecs comme ça, des champions, haussent le niveau. Par contre, vraiment, moi, les Italiens, j'ai trouvé leur prestation, même si c'est la Nouvelle-Zélande, même si c'est fort en face, j'ai trouvé même parfois dans l'implication que c'était pathétique. Les défenses, toi qui es notamment capitaine de touche et capitaine, leur défense derrière les touches, sur l'essai de Savea, où tu vois vraiment qu'on trottine, sur l'essai en fin de match avec Odogwu qui se fait avoir, moi j'ai trouvé ça assez pathétique. Charles, on mettait un peu les nouveaux Néo-Zélandais au fond du trou après leur succession de mauvais résultats. Est-ce que ce match change quelque chose pour toi dans leur statut, j'ai envie de dire, pour la suite de la compétition ? Non, clairement pas du tout, parce que moi, je sais pas si tu te rappelles, mais avant le match d'ouverture contre la France, où j'avais donné la France gagnante, mais j'avais dit attention aux Néo-Zélandais, il ne faut pas les enterrer. Raconte, c'est insupportable. Non, mais faut dire ce qui est. Les Néo-Zélandais, ça reste les Néo-Zélandais, et lors des grands événements, ils répondent toujours présents. Donc, moi aujourd'hui, je pense qu'on a vu leur vrai visage et leur vrai niveau contre les Italiens. Et comme dit Joachim, ils sont en train de monter en puissance. Donc, l'Irlande ne les a pas battus s'ils les affrontent en quart de finale. Alors, si jamais, on va dire que Irlande, Nouvelle-Zélande, c'est censé être l'une des affiches de ces quarts de finale. Toi, après ce que tu as vu sur les phases de poule, alors il reste un Irlande-Écosse évidemment à jouer, et les Écossais sont potentiellement en position de créer l'exploit, mais on se dirige vers un Irlande-Nouvelle-Zélande. Si tu avais Irlande-Nouvelle-Zélande, tu verrais quoi comme match ? Tu verrais quoi comme issue ? Déjà, ça va être un super match, je pense. Mais moi, je serais tenté quand même de mettre les Blacks parce que les Irlandais ont un style de jeu qui correspond vachement aux Néo-Zélandais, parce qu'ils ont l'habitude de mettre beaucoup de volume de jeu, et plus il y a de volume, plus ça leur va. Donc, on pourrait avoir une belle surprise avec l'Irlande qui se fait sortir dès l'écart. Joe, je te vois. Vas-y, n'hésite pas. Ouais, non, je suis assez d'accord avec Charles. Là, c'est vrai que sur ce dernier match, ils ont vraiment été très impressionnants, et je pense que c'est le petit déclic qui va faire que là, leur Coupe du Monde, elle se lance vraiment maintenant. Mais et puis attention quand même à l'Irlande, moi je suis un peu surpris de leur gestion, on va dire, des hommes, parce qu'ils mettent, j'exagère si je dis qu'ils mettent leur équipe type à chaque match, mais quand même on voit qu'il y a assez peu de turnover, et on était en compagnie de Martin Lenné, le préparateur physique, un des préparateurs physiques du Stade Français, qui nous expliquait que le risque de blessure augmentait de 50% après le troisième match consécutif. Ils vont devoir encore faire appel aux mêmes hommes lors de leur 8e de finale face à l'Écosse, et leur quart de finale, si tout se passe bien, face à la Nouvelle-Zélande. Et là, c'est vrai que ça risque peut-être de commencer à piquer. Vous le sentez en tant que joueur, que quand vous commencez à enchaîner un 3e, un 4e match d'affilée, Joe, qu'il y a vraiment une fatigue accumulée, on est un petit peu plus lent pour se relever au fil des matchs ? Oui, alors au fil des matchs, peut-être que pendant le match, on ne s'en rend pas compte, parce qu'avec l'adrénaline, avec le jeu, on fait pas trop attention, mais c'est vrai que tout le long de la semaine, on le sent de plus en plus au fur et à mesure, quoi. Les petits bobos du week-end précédent qui restent, qui s'accumulent. Donc, l'enchaînement des matchs, petit à petit, fragilise le corps. Dans le chat, il y a Neneuil qui nous dit qu'il est d'accord avec Charles, il ne faut absolument pas que les Irlandais se voient trop beaux. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on disait la Nouvelle-Zélande un petit peu au fond du trou, mais ils ont quand même bien tapé du poing sur la table. Autre match, j'ai envie de dire, un peu marquant. Ce week-end, on a eu Australie-Portugal. Joe, le Portugal, c'est ton équipe coup de cœur de cette compétition ?
Bah ouais, franchement, alors je connaissais pas du tout avant la Coupe du Monde, j'avais jamais eu l'occasion de les voir jouer. Et franchement, à chaque match, c'est vrai que c'est vraiment agréable. Ils envoient beaucoup de jeux, ils sont hyper solidaires, ça bouge beaucoup. Et bah, ils mettent à mal pas mal d'équipes en proposant ouais, vraiment un jeu qui est basé sur le mouvement et ils compensent un peu leur manque de densité physique par du jeu et c'est vraiment agréable à voir jouer. Énormément de volume, c'était dingue, hein. À chaque fois les intentions de jeu, tu te demandes comment ils vont tenir. Ils relançaient quasiment tous les ballons. Charles, il y a un joueur que vous avez peut-être affronté avec Yer Karkeran l'an dernier, c'est l'ailier Marta qui jouait à Dax. Vous l'aviez affronté ou pas? Ouais, on l'a croisé. Ouais. Ouais. Il avait crevé l'écran national avec Dax, donc on le connaissait plutôt bien. Il était au-dessus du lot quand. Alors, pas face à toi, t'es centre, mais je veux dire, tu as dû le museler. Mais Marta, vraiment, quand sur le terrain, on voyait à Dax qu'il était amené à jouer encore plus haut. Il a signé à Colomiers, hein, là, en Pro D2. Ben, si tu veux, il était au-dessus du lot dans le sens où il marquait tous les week-ends. Donc, Ouais. en termes de lecture, de lecture de jeu, il marquait pas des essais où il enfonçait les mecs, il mettait des rafles partout. Mais par contre, il était toujours bien placé, toujours le bon timing. Et donc, il était au-dessus du lot par rapport à ça. Et ça lui a permis d'être le meilleur marqueur, je crois, de la nationale l'an dernier. Ouais, moi, il a été quasiment un essai par match, je crois. Et on a Ouais, aussi, c'est ça. Ouais. et on a aussi Costa Storti sur l'autre aile, qui est, je crois, meilleur marqueur ou presque meilleur marqueur de Pro D2, même s'il s'est fait un genou. Donc, je crois qu'il avait mis 12 essais en 15 matchs. Donc, un truc complètement fou. Joe, alors, et Charles, d'ailleurs, bon, vous êtes plus tout jeune. La reconversion, je suis sûr, c'est terrible à dire, mais vous trotte un petit peu dans la tête. Vous serez bientôt probablement directeur sportif d'un gros club de rugby. Est-ce que vous iriez piocher des joueurs du côté du Portugal, si oui, lesquels, Joe? Mais moi, il y a le numéro 7 du Portugal. Ah, Nicolas Martins. Ouais, Ouais. Nicolas Martins, que je trouve vraiment intéressant. Il a une grosse activité, il est grand, donc hyper précis en touche. Franchement, je le mettrais sur ma liste. Et après, dans leur ligne de trois quarts, bah, les deux ailiers, l'arrière, que je trouve très bon. Sousa Guedes, si je dis pas de bêtises, et je suis pas sûr de la prononciation. Ouais. Mais... Et puis leur numéro 10 aussi, j'aime bien. Ouais, qui a été en équipe, quoi. Ouais, il prend tout, il recrute tout. mais c'est vrai, Nicolas Martins qui est sous contrat avec Soyo, le volume de jeu, notamment lors du dernier match. Bon, alors après il y a des choix on n'était pas obligé de le trouver à l'aile parce que tu vois que c'est pas non plus le joueur le plus rapide, mais quand même c'était très 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 intéressant. Mais il y a vraiment des petites pépites. Charles, il y a d'autres joueurs qui t'ont tapé dans l'œil dans cette équipe ou même dans d'autres équipes depuis le début du mondial, des joueurs peut-être un peu méconnus? Alors d'autres joueurs, non. Dans le Portugal, par contre, j'aurais pris le troisième ligne, le numéro 7 et le numéro 15 comme Joachim qui sur chaque match sont sortis du lot dans ce collectif, quoi. Ah bah, Après, ils ont quelques joueurs qui jouent déjà en France et qui sont déjà connus, qui ont la double nationalité. Je pense à Sam Marquez, à Mike Tadger, à Betancourt, le centre. Donc ils ont déjà quand même quelques très bons joueurs qui jouent en France. Ah, t'as raison, mais et ça c'est peut-être, alors c'est terrible à dire, mais c'est aussi une voie de développement pour ces équipes. On cherche des solutions, mais que ces joueurs-là qui jouent à un niveau inférieur tous les week-ends, qui jouent de temps en temps une équipe géorgienne, de temps en temps une équipe israélienne, s'ils viennent en top 14 et en Pro D2, individuellement, ils vont aussi monter et ça pourra profiter à toute l'équipe. On parlait du Portugal comme équipe un peu révélation. Ils sont quand même pris 30 grains face à l'Australie et paradoxalement, Joe, j'ai envie de dire que l'Australie, c'est le flop de ce mondial. Ah oui, clairement, c'est le gros flop de ce mondial. Pourtant, quand tu regardes leurs 15 sur le papier, franchement, à tous les postes, ils ont quand même de sacrés joueurs. Mais tu vois que c'est une équipe qui est pas en confiance, quoi. Ils ratent tout ce qu'ils entreprennent ou la majorité de ce qu'ils entreprennent. Et au final, c'est assez triste ce qu'ils proposent. C'est quoi le problème, Charles, de l'Australie? Sont les hommes, c'est le système de jeu, le coach? Qu'est-ce qui te choque quand tu les vois?
alors, il n'y a rien qui me choque, puisqu'aujourd'hui, avant la Coupe du Monde, c'était annoncé. Ils ont fait des choix forts, ils ont sorti des joueurs cadres d'expérience, comme Mike Cooper, Quade Cooper aussi, également, entre autres. Il a pris le choix de prendre des joueurs très jeunes, et depuis le début, ils ont annoncé qu'ils se préparaient pour la Coupe du Monde 2027. Donc, tu as les puristes qui espéraient, dont moi le premier, qui espérait quand même l'Australie à un meilleur niveau. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, ils se servent clairement de cette Coupe du Monde-là comme de préparation pour la nouvelle génération qui va émerger pour la Coupe du Monde 2027. Donc, je ne suis pas déçu. C'était annoncé à l'avance. C'est certes pour une nation comme l'Australie, pas sortir en quart, c'est une grosse déception. Mais je pense qu'avec tous les jeunes qui vont sortir en 2027, ils auront un bien meilleure image. Mais c'est un vrai débat, ça, sur un peu ce que je vais appeler le jeunisme, quoi. Est-ce que tu penses qu'on prépare vraiment les mecs, par exemple, là, ils ont fait le choix de prendre Ben Donaldson, de prendre Carter Gordon, qui sont individuellement quand même assez en dessous d'un joueur comme Quade Cooper. Je ne suis pas fan de Quade Cooper, mais il a montré des bonnes choses avec l'Australie dernièrement. On peut parler de Michael Hooper. Il y a d'autres joueurs qui sont un peu laissés sur le côté. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est la bonne solution de faire appel à des joueurs plus jeunes pour préparer une prochaine échéance, même si en réalité, à court terme, tu ne tires une balle dans le pied? Est-ce que c'est la bonne? Je ne sais pas. Il n'y a pas forcément de méthode miracle. Il aurait très bien pu prendre Quade Cooper et Michael Hooper pour encadrer les jeunes sur cette Coupe du Monde et leur servir d'expérience. Mais aujourd'hui, nous, on l'a vécu aussi en France avec Galtier, qui a choisi de prendre des très jeunes et de leur donner le plus de chances possibles et de sélection ensemble pour qu'il y ait un vécu commun collectif. Donc, si dans son état d'esprit, pour l'Australie, il faut la même chose jusqu'en 2027, en 2027, tous ces jeunes joueurs, ils auront 4 ans de vécu en commun et peut-être qu'ils seront au même niveau que la France, on ne sait pas, quoi. Franchement, moi, ça m'énerve ce jeunisme. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est pas comme ça que tu vas apprendre et que tu vas nettement progresser. Je pense qu'un Donaldson ou un Carter Gordon, il progresserait davantage si, il rentrait à 15 minutes de la fin du match et que il devait disputer un match serré. Mais je suis pas persuadé qu'ils arrivent à franchir un cap en se prenant des branlées pendant 4 ans, mais avoir du vécu collectif. Ça me rappelle un peu l'équipe de France il y a quelques années où on avait beaucoup de défaites encourageante, mais en fait c'était surtout une team qui perdait. Joe, si tu avais été sélectionneur australien, est-ce que tu aurais fait ces choix? On tente le jeunisme parce qu'il y a la Coupe du Monde 2027 chez nous, c'est ça le véritable objectif, ou bien tu aurais fait appel au cadre malgré tout, même en sachant pertinemment qu'il ne serait pas là 4 ans plus tard? Le choix, il était assez compliqué parce que quand on parlait de Hooper, de Cooper et compagnie, mais clairement, en Super Rugby, ils n'étaient pas du tout au niveau ils étaient pas du tout au niveau. Mmh. Et je pense qu'il a aussi fait un choix, en plus de cette histoire de Coupe du Monde, par rapport à la forme du moment, enfin à la forme de la saison. Cooper, je crois qu'il était même en top. Je sais pas s'il a pas fait de saison en Super Rugby. Je crois qu'il était même en top. Oui, il était au Japon. Il était au Japon, Ouais, ce qui est toujours assez. On a vu des joueurs comme Malcolm Marx qui étaient très très forts. Il est revenu, il lui a fallu 6 mois quand même pour se remettre à très haut niveau. Oui, et puis les prestations qu'il avait faites avec l'Australie, franchement, c'était pas terrible du tout. Hooper, c'était pareil. Et donc bon, je pense il s'est dit que voilà, il devait prendre les meilleurs mecs, même si c'était des jeunes. Après, si dans 4 ans il a gagné cette Coupe du Monde où ils arrivent au moins en finale, on dira que c'était bien joué. Mais ouais, j'ai un peu de mal aussi à y croire. Bon, mais ça va, vous êtes moins sévère que ce que je pensais. On est trentenaire, donc déjà les petits jeunes maintenant on fait attention, mais il vaut mieux. Mais non, ça va. Je pensais que vous seriez... Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que même quand ils jouaient encore Cooper et Hooper, l'Australie gagnait plus beaucoup de matchs. C'est vrai. Sur les 3 dernières années, ils étaient quand même loin de leur niveau des années précédentes. Une petite question quand même sur l'association au centre. Alors, pas celle face au Portugal, mais Charles, vu que tu es centre, je rappelle que tu as joué à l'UBB, à Provence Rugby, tu joues maintenant en national avec hier Carcaran. Est-ce que
ce genre d'association Kerevi Petaya, qui sont individuellement de très bons joueurs, mais qui sont quand même 2 joueurs de duel, j'ai envie de dire, qui lâchent assez peu le ballon. Est-ce que c'est une association qui te plaît ? Est-ce que accumuler des bons joueurs qui sont pas forcément très complémentaires dans leur style de jeu, est-ce que c'est une association qui te plaît, Kerevi Petaya ? C'est pas la paire de centres qui me fait le plus rêver dans cette Coupe du Monde, mais après, aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent se permettre d'avoir un autre profil au centre, les Australiens ? Je suis pas sûr. Maintenant, clairement, t'as pas tort. J'ai pas d'alternative. Ouais, non, mais voilà, c'est ça le problème. Donc, ils font pas rêver, ils sont assez prévisibles parce que, comme tu dis, ils lâchent pas beaucoup de ballons, donc tu sais que 9 fois sur 10, ils vont jouer leur duel. Ouais, très clairement. Si tu as un mec qui défend bien en face, il y aura pas beaucoup de surprises. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas la possibilité d'aligner quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, il y a Raph Cordier qui va aller chercher le vieux James O'Connor et le mettre en 12 visiblement. On a Ikita aussi qui est pas trop mal, mais je suis pas sûr qu'il leur permette de franchir un cap. Et on a vu qu'ils avaient mis Fochetti et Pérezé qui pour une Coupe du Monde vont pas faire énormément de différence. Joe, c'est quel type de centre, Monsieur Bruce ? Il aime pas lâcher le ballon ou au contraire il aime faire briller les autres ? Bah non, c'est Charles. Je coupe ton micro, il t'entendra pas. Vas-y. Non, Charles, c'est un mec qui est complet, qui est bon dans tous les aspects du rugby. Pour moi, le domaine dans lequel je le trouve vraiment très fort et qui nous sert beaucoup ailleurs, c'est que défensivement, il a une très bonne lecture et il coupe énormément d'attaques adverses. C'est un très bon défenseur. Excellent, capitaine Beaumont. Très bon discours. Rapidement, un des derniers matchs, évidemment, qui nous a intéressés, c'est le match entre l'Afrique du Sud et les Tonga, puisque l'Afrique du Sud sera le très probable adversaire de l'équipe de France en quart de finale. Joe, on était un peu inquiet pour les Sud-Africains après les blessures. On avait parlé de Malcolm Marx, on a parlé un temps de Eben Etzebeth. Finalement, avec ces blessures, on a Mapimpi, je l'ai mis à l'image, qui s'est blessé, qui s'est fracturé le plancher orbital et qui est out. Il rappelle Am, qui est considéré Lujanio Am, qui est considéré comme un des tout meilleurs centres au monde, et André Pollard. Est-ce que paradoxalement l'équipe va pas être plus forte après ces blessures, Joe ? Franchement, je sais pas, parce que pour moi, les mecs qui ont été rappelés, du coup, ils vont manquer un peu de rythme. Ouais. Parce qu'ils ont beau avoir fait du physique et compagnie de leur côté, ça remplacera jamais l'intensité de matchs de Coupe du Monde et surtout les matchs sur lesquels ils vont arriver maintenant, quoi. Et après, plus fort, franchement, pour avoir regardé le match, Deon Fourie, je trouve quand même qu'il a été propre en touche, mais en mêlée, j'ai l'impression que c'est pas fou. Et dans le jeu, il a quand même beaucoup moins d'impact physique que Mbonambi et Marx. Mais c'est vrai que c'est intéressant ça, parce que quand on parle d'un talonneur, on se dit ah tiens, il y a un troisième ligne qui rentre, il va lancer, il lance bien, on a l'impression que c'est parfait. Mais on sous-estime, t'as raison, la tenue en mêlée du talonneur, parce qu'en fait c'est très rarement le talonneur qui est sanctionné. C'est souvent le gaucher qui se fait enfoncer par le droitier, on dit ouh, le gaucher il est pas terrible. Mais c'est vrai que un Deon Fourie et un Van Staden en mêlée, on sait pas forcément, ça c'est probablement pas au niveau évidemment même d'un Joseph Douéba, qui évidemment lance des pizzas une fois sur deux, mais qui a l'air avec ses gros biscottos et ses gros trapèzes douteux, qui doit quand même pousser bien fort en mêlée. Charles, France-Afrique du Sud, quart de finale, tu t'attends à quel type de match et tu vois qui l'emporter ? Quel type de match? T'es monsieur pronostic, hein. Moi je te lance, j'ai vu que t'avais été brillant à chaque fois, donc maintenant ça y est, hein, je fais appel à toi. T'as oublié le Géorgie-Australie, je crois. Ça arrive. Ouais, c'est un seul faux pas. Par contre, les Fidjiens, j'avais misé dessus dès le départ, tu vois. Te chauffe pas trop quand même. France-Afrique du Sud, qu'est-ce que tu vois? C'est l'effet, pardon. Non, France-Afrique du Sud, ça va être un match physique à l'image du match amical au Vélodrome l'année dernière. Maintenant, je trouve que sur la fin des matchs de poule, ils sont un petit peu moins bons. Moi, contre les Tonga, ils m'ont moins impressionné. Même s'ils ont récupéré Pollard, qu'ils ont réglé le problème des tirs au but.
En termes de densité physique, je les ai pas trouvés si impressionnants que ça par rapport à ce qu'ils ont montré avant la Coupe du Monde. Donc je pense que si on les croise en quart, on devrait les battre. Ok, Joe, même confiance? Victoire française? Ouais, bah, je vais être un peu chauvin, mais pareil, par rapport aux absents là, que l'Afrique du Sud va avoir, et ouais, par rapport à leurs dernières prestations, je suis plutôt parti pour la France qui gagne. Dites-nous dans le chat justement ce que vous voyez également, si vous voyez une victoire des Bleus ou de l'Afrique du Sud, en enlevant le côté chauvin, mais moi je pense que c'est pas si mal comme tirage au sort de se taper l'Afrique du Sud en quart. Je pense vraiment qu'on peut se le faire. Parce que l'Irlande, moi je pense qu'ils vont commencer à tirer la langue, quoi, parce que vraiment, que les types jouent 7 matchs d'affilée avec la même ossature, j'ai envie de dire, je pense qu'il vaut mieux les prendre en finale qu'en quart en réalité. Bon, je fais comme s'il n'y avait pas de demi-finale, mais on verra ça évidemment plus tard. Rapidement, les gars, ce que je vous propose, c'est que l'on regarde, qu'on se fasse un petit 15 rapidement. Après, on parlera vite fait de France-Italie et après, je vous ferai gagner des cadeaux comme à chaque fois. N'hésitez pas à nous aider également dans le chat. Moi, j'ai pas vu tous les matchs. J'ai raté le match de l'Argentine, hein, pour être transparent avec vous. Donc, vous pouvez évidemment mettre des Argentins dans le chat. On va avoir besoin de vous. Les gars, est-ce qu'il y a des joueurs qui, vraiment, on doit absolument les mettre dans le 15 type? Darcy Graham de l'Écosse. Et qui a mis un triplé, un quadruplé, j'ai un doute. Quadruplé, ouais. Quadruplé et qui a fait marquer en plus 2 essais. Enfin, il est impliqué sur beaucoup de situations. Il a vraiment fait un gros match. Charles? Graham, ça te va? J'ai plus de son de Charles. Ah ouais, non, moi non plus. Tu t'es mute, Charles. Ça y est, après 20h, Monsieur Bruce, il fait payer. Hein. Attends, je vais te remettre, ne t'inquiète pas. On va voir si ça vient pas de moi normalement, mais je vais refresh et de temps en temps, ça fonctionne. Charles, tu nous entends? Tu m'entends là? Voilà. Ouais. J'ai toutes les astuces maintenant pour régler les bugs son. Ok, Darcy Graham, ça te va en ailier? Ouais, complètement. D'accord. On a vu que lui sur le match, donc. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs que incontestablement tu mets dans ton 15 mondial, j'ai envie de dire, de cette semaine? Nico Martins, on le met ou pas? Ouais, c'est ce que j'allais dire, Nico Martins. Charles, ça te va? Ça me va. Ok, donc Darcy Graham en 14, dites-nous dans le chat. On nous propose notamment un Ben Tamefuna à droite, titulaire. Ah oui, ouais, c'est vrai qu'il a été très bon, franchement. Charles, ça vous va? Allez, très bien. Ouais. Big Ben Tamefuna, on le met titulaire à droite. Qu'est-ce qu'on a dans le chat? Le 12 écossais, c'était qui le 12 écossais? Harry, c'était en 13. En 12, ils ont mis qui? Alors, je vous avoue que moi, c'est justement ça. Je vous disais, il y a des matchs non pas que je zappe, je regarde, mais par exemple, un Écosse-Roumanie, je termine vite sur mon téléphone, quoi, parce que ça m'enchante pas plus que ça. Je suis d'accord complètement avec Angus Bell en gaucher, le gaucher australien qui a quand même fait un gros match. Ouais, ok. On commence à avoir une petite ossature. Il y a quand même une victoire 96-17 de la Nouvelle-Zélande face à l'Italie. On n'a pas encore parlé de ces joueurs. Est-ce qu'il y en a Hardy Savea, franchement, il a été très fort. Ok. On le met, Charles? Moi, ça me va, Hardy Savea. Ouais. De toute façon, lui, il y est tous les week-ends. Donc, C'est le meilleur 8 au... Alors, débat pendant que je rentre. Les noms. Qui est le meilleur 8 au monde? Greg Aldrit ou Hardy Savea? C'est deux styles différents. Ouais. Ah bah mais attendez, mais vous êtes vous êtes raccord. On est connectés. Joe, alors, toi qui es 3e ligne, c'est lequel le meilleur? Si t'es coach, alors tu vas me dire que je vais en mettre un en 6, un en mettre un en 8. On était avec Ethan Rendell, on a fait un 15 mondial, il m'en a mis un en 6, il m'en a mis un en 8. T'es coach, tu dois choisir 6 ou 8, Hardy Savea ou Greg Aldrit. Je dirais que ça dépendrait de la météo. Bon, on se mouille jamais, hein, c'est pas possible ici. Non, mais un temps un peu estival, plutôt Savea, et un temps un peu plus pluvieux, un peu plus compliqué, Aldrit. D'accord. Charles, ne me dis pas la même chose. Ça va m'énerver. D'accord. Ouais, non, mais c'est vrai que
Même avis. Hardy Saver est quand même. Le ballon à main, je le trouve quand même beaucoup plus technique qu'Aldrit. Ouais. Et Aldrit est beaucoup plus dans un registre perforateur, vraiment bulldozer, quoi. Donc, partant plus vieux, tu mets Aldrit sans problème, quoi. On va continuer évidemment notre compo. Il y a pas mal de monde qui me parlait moi de Nicolas Sanchez, mais j'ai pas vu le match face à l'Argentine, face au Chili de l'Argentine. N'hésitez pas avec vos propositions dans le chat. On me propose Richie Mounga, sinon en 10 évidemment. On a qui a crevé l'écran? On a Brody Retallick qui a fait un bon match également face à l'Italie. Ouais. Il y a deuxième ligne tongien aussi, je sais plus son nom. Fifita. Fifita, qui a une activité aussi monstrueuse. C'est vrai qu'il a porté beaucoup de ballons. Allez, on se met Fifita, on se met Retallick, on met Nico Martins, on met Sousa Guedes, le 15 portugais, ou c'est simplement notre amour pour lui qui nous pousserait à le mettre? Ouais, non, franchement, il n'y a pas d'autres 15 qui ont... C'était qui en 15 du côté? Il y a Boden Barrett qui a fait un bon match également, mais c'est un peu la facilité. Ouais, c'était un peu plus simple dans une équipe où tout se passait bien. Ils avançaient toujours de 50 mètres. Ouais, c'est ça qui est assez fort avec le Portugal, c'est que tu as des joueurs qui arrivent à crever l'écran, même s'ils perdent 34-14, quoi. Alors je trouve que le score était peut-être un poil sévère. En fait, ils se prennent 3 essais en infériorité numérique et ça leur met beaucoup de mal. Évidemment, Ibar a raison. On n'a pas parlé d'Aaron Smith qui met un triplé. On est obligé quasiment de mettre Aaron Smith, non? Ouais, c'est vrai. Allez, va pour Aaron Smith, on continue. Au poste de 10, plutôt Nicolas Sanchez, j'ai pas vu le match, qui a fait visiblement une énorme rencontre. Plutôt, je sais pas, on a Richie Mounga, on a qui d'autre qui m'a bluffé. Les Fidjiens, on est d'accord, ils ont été nazes, on met pas un Fidjien. Ouais, non, ils ont pas fait un gros match. Les Fidjiens, on les met pas. Non, pas Sanchez, nous dit Neneuil. On peut pas mettre Capuozzo juste pour. Non, pas exagérer. Ils sont. Attendez, les gars. Non, là, ça va pas. Donc, Aaron Smith, on l'a en 9. On a Angus Bell en 1, Tamefuna en 3. Il nous manque un talonneur. Qui a été impressionnant. Bon, on a Cody Taylor qui a fait un bon match. Foury avec les Sudaf. Mais Joe, toi, t'es pas fan? Bah ouais, non, j'ai pas trop accroché. Kessler, la Teigne, l'ancien équipier de Charles Brousse avec l'Uruguay qui a fait un bon match face à la Namibie. Ouais, c'est vrai. Tu m'as dit que c'était une Teigne, t'as pas l'air de bien t'entendre avec lui, Charles, donc on va peut-être pas le mettre. Ah si, je l'adore. C'est un très bon copain. Très bon copain. Bon, alors on met Krivy à la place. Krivy, c'est pas mal. Il a scoré aussi, mais moi j'ai pas vu le match. Est-ce qu'on met un Krivy en 2? Mais sans voir le match, ça fait un peu escroc. On se met Krivy et Sanchez, on n'en parle plus. Bah oui, vous aviez match. Moi, j'aurais mis Kessler. Ouais. Non, mais Kessler, c'est vrai qu'il a fait un gros match. En plus, ça leur permet de gagner. Donc, Ok, alors on va sur Kessler. Puis en plus, si on peut mettre un peu des copains dans l'équipe type d'un mondial, c'est toujours ça de prix. Hop, je rajoute Kessler. Qui on a d'autres? Sanchez en 10. On va mettre Sanchez en 10. On n'a pas vu le match, ça fait un peu escroquerie, mais bon, c'est pas grave. En 11, qui vous a impressionné? Alors attendez, on a eu qui? Bon, les Sudaf. Tu as l'ailier néo-Z, non, qui a mis un quintuplé. Qui a mis un quintuplé? C'est pas Jordan? Il a mis autant d'essais? Il n'a pas mis autant d'essais. Oui. Tu buvais une bière à chaque fois qu'il y avait un en avant italien, quoi? Non, mais quadruplé ou quintuplé, il a mis, il me semble. Bah, moi, j'ai arrêté de compter. Non, Ben Lam, pas question, Ibar. Non. Et Ben Lam, il a touché un ballon. C'est une catastrophe depuis qu'il est arrivé, malheureusement, le pauvre. Non, pas question. Will Jordan, on veut mettre à l'aile. Bah, écoutez, moi, je veux bien mettre Will Jordan. J'ai rien contre. Sinon, on a qui d'autre? Tu mets le doute, quoi. Ouais, j'ai un doute aussi, là, Charlie. Il y a Nignashvili aussi, pour la Géorgie, qui a fait un bon match. Pas emballé, mais après, moi, je l'adore, Nini, donc pas évident. Quoi? Charles, pourquoi tu rigoles? C'est le de Joachim long, quand même. Tu veux dire non, pas question, j'en veux pas. J'ai bien compris, t'en fais pas. Non, du tout. On a qui? C'est moins évident que les dernières fois. Jordan a mis un essai, merci Charles et Delams on a des fact-checkers vu vos avis douteux. On est un petit peu obligé. Chris Harris qui a fait un bon confonds. C'est pas Jordan, c'est l'ailier anglais. Alors qui a mis un quintuplé. Mais ils n'ont pas joué cette semaine. Les Anglais.
Arrête. Non, ils n'ont pas joué cette semaine. C'était la semaine dernière. Tu confonds avec Arundel. avec Darcy Graham. Non, ouais, Arundel, c'est ça. Arundel, c'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière, Arundel. Parfait, très bon 15. Il va falloir qu'on le termine, hein, celui-là, il va être infernal à terminer. Qui d'autre on peut mettre? On nous met dans le chat Red Pass, on nous met Moody également, le 13 sud-africain. C'est vrai qu'il a fait un match correct. Les centres, c'est à toi de nous dire, hein, Charles, c'est ton métier. Le 13 Samoan aussi, qui a été très bon et très percutant. Celui qui a remplacé ce Tony. C'est Manu. Non, c'est Leiloa, non? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ah, j'ai un doute. Et sur chaque ballon, il a mis l'équipe dans l'avancée, il a été impressionnant. Fact-checker quand même, j'ai un doute dans le chat quand c'est Charles qui nous donne ça. Je suis d'accord avec Marta, que j'ai trouvé très bon, moi, le 11 portugais. Mais bon, on a 2 portugais alors qu'ils paraissent 34-14, c'est un peu bizarre. Bon, allez, c'est pas grave. Ouais, bon, on va se mettre la communauté portugaise dans la poche. Hop, Mike Tiger en 2. Et on est parti. Et on est parfait. Ok, on va mettre Marta. J'aime bien l'idée, ça me va. Je suis pas sûr que ce soit Leiloa qui était en 13. Attends, je vais aller chercher la feuille de match. Pour te dire ça. Pour les Samoa, c'était en 13. Mais en même temps, si on a un doute... Ah si, c'était Manu. Leiloa a joué en 12 et Manu en 13. Ouais, c'était le 13, c'était Manu. Ça me fait bizarre de mettre quand même. Attends, mais en 6, on peut mettre Michael Leach qui a fait un bon match pour le Japon. Ah oui, c'est vrai. Michael Leach, parfait. Et ton métier, Charles, s'il te plaît, trouve-nous des centres là. Il nous manque que des centres. Je t'ai donné le 13 déjà, mais si tu veux pas le mettre. Joe, est-ce que tu veux mettre tout moi Manu? Vraiment, il a été impressionnant physiquement et il a été important dans leur collectif sur ce match. Après en 12, un qui a pas crevé l'écran ce week-end, mais qui est régulier depuis le début de la Coupe du Monde, c'est Pita Aki avec les Tongiens. C'est vrai qu'il a beaucoup défendu. Là. Je suis pas convaincu. Vous voulez qu'on mette ou Jordi Barrett Jordi Barrett qui fait un très bon retour. Ah, ça me va, Jordi Barrett. Peut-être mieux que Pitaki qui s'en prend quand même pas mal. Va pour Jordi Barrett. Allez, va pour Jordi Barrett. Et Manu en 13. Alors, je sais pas si je vais oser la publier sur les réseaux sociaux, celle-là quand même. On va se faire, on va se faire allumer. J'hésite encore, je vais vous dire. Ça vous va? Quelle note sur 10 vous mettez à cette compo dans le chat? Sur 10 9. Non mais, t'as pas le droit de noter ta propre compo. C'est quoi ça? Dans le chat, dites-moi, est-ce qu'elle vous plaît cette compo? Sympa la compo, merci Ibar. Mais Ibar, il voulait mettre Ben Lam. Donc 2 sur 10 nous dit Shoryuken, Nenoy nous dit 5 sur 10, 1 sur 10 Vic. Pourquoi je pose des questions au chat? Vous savez, il est tard. On fera plutôt la preview. 0 sur 10 nous dit Raph Cordier, qui sera donc jamais invité dans cette émission. Tu sais quoi? On va inviter Raph Cordier, un de ces 4, pour voir s'il parle autant en émission que dans le chat. Ce sera simplé. C'est sûr. Écoutez, on va terminer par un petit jeu. Alors on fera parce qu'il est assez tard. On a commencé l'émission plus tard que d'habitude. Donc on fera la preview de l'Italie dans notre émission Week-end Rugby qui sera vendredi, donc juste avant le match. Ce que je vous propose, messieurs, c'est un petit jeu qu'on n'a jamais fait. Ça manque de portugais, nous disent Oral Mateus et Rui Costa, qui sont nos deux supporters portugais habituels. Pour terminer, on va faire un petit jeu qui s'appelle le juste prix. D'accord? Donc, dans le chat, vous allez devoir trouver le prix de quelque chose. Joe et Charles, vous pouvez jouer également. Vous direz chacun à votre tour un prix. Et moi, je dirais si c'est plus ou si c'est moins. D'accord? Le premier qui trouve le bon prix dans le chat remporte 100 € de Box Sport. C'est clair pour vous ou pas? Vous connaissez le juste prix avec Philippe Risoli qui veut jeter le micro. C'est de votre génération. Bon, alors, c'est bon pour le chat? On va commencer. Je vais vous demander, je me suis fait un petit peu avoir, à mon avis, au niveau du tarif. Le tarif Gare du Nord, mais le buraliste, le relais. Combien coûte à la fois la casquette plus la casquette World Rugby plus voilà le nounours qui est là. Attendez, je vous le montre.
Je me suis fait dévaliser. Je me suis fait dévaliser par mes filles. J'ai aussi pris le petit ballon, mais celui-là, je l'ai oublié. Combien dans le chat? Non, on va faire le juste prix. Vous gagnez pas ça parce que moi, je les garde. Ça m'a coûté assez cher. Au centime près, hein. Au centime près dans le chat. Ah bah là, attends, on va jouer. Les deux, il va falloir les centimes également. Pour la casquette plus le nounours, Joe, un prix. Je dirais 51,70 €. C'est plus. Charles. Oh. 57,80. C'est plus. Joe. Je me suis fait avoir. Tu t'es fait arnaquer, ouais. 61,70 €. C'est plus. Charles. Wow. Et l'inflation, elle est... 75. Oh là, quand même pas. Il n'y a pas écrit client. Comme ça, au moins, on saura à peu près. Il n'y a pas écrit client. C'est moins. 65. C'est moins. Charles. 63,80. C'est plus. Joe. 64,20 €. C'est plus. Charles. 64,90. C'est moins. 64,70 €. Plus. 64,85. Plus. 64,87 €. Plus. 64,88. Plus. 64,89 €. Victoire de monsieur Joachim Beaumont. Je vais regarder évidemment. Alors, je vois un 64,80. Alors, je sais pas qui l'a donné en premier. Je vais regarder. Je vais faire la VAR dans le chat. 64,89. Et avec le ballon, Wow. c'est le tout petit ballon, c'est 14 € de plus, mais je sais pas ce qu'il m'a pris. Ah si, je me souviens. J'avais eu un problème en fait la veille, et après avec les petites, on a pris le train. Donc je dis allez, prenez un peu ce que vous voulez. C'est pour ça. J'avais pas regardé, et quand je suis allé avec la carte comme ça, ça m'a fait encore plus mal. Mais 64,89, je vais évidemment utiliser la VAR. Ah bah c'est super cher, évidemment c'est super cher. À Drizir, mais pour une casquette et un. Oh, le nounours c'est beau. Et vous pouvez enlever son... Ah non, vous pouvez pas enlever. Si vous pouvez même enlever le casque. Bonne qualité, mais à mon avis, ça leur coûte 8 € évidemment à produire. On va vérifier, on va utiliser la VAR. Merci à Charles et à Joe d'avoir été avec nous. On retrouvera évidemment le replay sur YouTube sur la chaîne YouTube RMC Sport. On se retrouve cette semaine ou la semaine prochaine, les gars, pour une nouvelle émission. Ça vous va? Avec plaisir. Ouais, avec plaisir. Bah, génial. Écoutez, merci à vous d'avoir été là. On bascule sur l'after en exclu vidéo jusque minuit, comme chaque soir sur la chaîne Twitch RMC Sport. Merci les gars, à la prochaine. Ciao. Ciao, bonne soirée.